Bonjour à Bonjour. tous. Alors, bonjour à vous qui êtes à l'heure au webinaire. On est 37 connectés. On va prendre le temps de se présenter, le temps que d'autres personnes se connectent. Alors, bienvenue pour ce dernier épisode des RH Contre-Attaque, et pas de moindre. Alors, c'est pas le sujet le plus léger, mais il nous est apparu essentiel de l'aborder. Il est très attaché aux réalités du terrain, ce que nous ont montré les nombreuses réponses aux questionnaires d'inscription. Alors, je suis avec que je vais vous présenter. Alors, je suis avec Joël Rioux, fondateur de Responsage, plateforme d'accompagnement social à distance. Judith Buchinger, qui est avocate et spécialiste du droit du travail. Et nous sommes avec Valérie Laméran, qui est directrice des centres d'action médico-sociaux précoces du Pas-de-Calais. Et avec aussi Benjamin Combe, fondateur des Ateliers Durables, avec qui nous lançons la plateforme Wello, qui est une plateforme d'accompagnement à distance. Et bien sûr, Céline Lemarquand, notre pétulante chargée de communication, qui nous chargera de la modération pendant l'heure que l'on va passer ensemble. Est-ce que ça vous convient, cette présentation à tous? Très bien. Moi, j'ai une petite question. J'ai l'impression qu'il y a un micro qui fait un peu écho, donc je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, peut-être. Peut-être éteignez vos micros le temps que je parle et ensuite vous le remettez. Alors, on va vous présenter l'heure, le sommaire. Voilà l'heure que l'on va passer ensemble. On va d'abord définir les contours du CARE, voir ce dont on parle, sachant qu'on n'est potentiellement pas forcément tous au niveau sur ce sujet. Puis, on va replonger dans le rétro de cette année avec des partages d'expériences. D'ailleurs, je vous invite à partager au maximum sur le chat, rebondir sur ce que disent les uns et les autres sur notre sujet, parce que vraiment, les interactions sont vraiment importantes sur ce sujet. Et enfin, on va essayer d'ouvrir le débat à cette question qui est très importante, qui est comment changer les mentalités. Donc voilà, j'espère que ce sommaire vous plaît. Et puis, je vais passer la main à Benjamin qui va justement commencer à nous définir un peu les contours du CARE. Je te remercie, Marilène. Oui, peut-être effectivement, ça vaut le coup qu'on précise un petit peu. Tout le monde n'a pas forcément en tête exactement ce dont on parle. Le CARE, c'est une notion qui nous vient du monde anglo-saxon. Hein, c'est le soin, c'est la sollicitude. C'est quelque chose qui est très polysémique en anglais. Hein. C'est à la fois prêter de l'attention, c'est porter secours, c'est aussi prodiguer des soins. Donc, on pense bien sûr à tout ce qui est métier du médico-social, mais plus largement, c'est aussi une attitude, c'est une capacité d'écoute, c'est un soutien qu'on apporte. On a l'impression, comme avec la crise, qu'en fait le CARE a été remis à l'honneur parce qu'on a pris conscience d'un coup de l'importance des soignants, des métiers de l'ombre. Mais il faut se rappeler que à la base, les métiers du CARE, c'est plutôt historiquement des métiers qui sont dévalorisés, qui sont souvent assignés aux femmes, aux populations immigrées, et que même aujourd'hui, c'est pas un hasard si on associe cette notion de CARE et voilà, et tout ce côté, cette attitude, cette écoute à la fonction RH qui est majoritairement féminine. Si on recentre là, sur le CARE en entreprise, je dirais que c'est à la fois intégrer tout ce qui est dimension humaine dans les décisions, dans la réflexion qu'on prend, mais c'est surtout avoir conscience de notre interdépendance les uns avec les autres, mais aussi notre dépendance par rapport à en fait tous les êtres vivants qui sont sur la planète en même temps que nous, quoi. C'est aussi tout ce qui est dimension, je dirais, sociétale, environnementale de l'entreprise. Qui s'exprime à travers le CARE. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, reconnaître notre interdépendance, c'est aussi reconnaître qu'on a des vulnérabilités, et ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident parce que c'est pas dans notre culture, c'est pas dans la façon dont on a l'habitude de voir l'entreprise, qui est plutôt une vision de la performance. Donc aujourd'hui encore, on continue, je trouve, à avoir ce regard-là souvent sur l'entreprise à travers l'entrepreneuriat, à travers des gens comme Elon Musk, Jeff Bezos. On continue un petit peu à vanter tout le modèle des self-made men, quoi, d'une certaine manière. Et même quand on parle d'entreprise libérée, je trouve qu'il y a encore ce discours autour du leader visionnaire qui va embarquer tout le monde. Et le problème avec ça, c'est que quand on cultive en fait l'illusion de l'individu autonome comme ça, là, ça finit par se réaliser et on aboutit à une société avec des gens qui croient uniquement à la réussite individuelle et des entreprises qui valorisent la compétition. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui comptait pour moi de dire, c'est que à travers le CARE, on essaie de changer l'intention qu'on met dans l'entreprise et d'essayer de bousculer les valeurs qui vont habituellement avec. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu depuis le début de la semaine. Avec par exemple la conférence qu'on a fait sur l'entreprise féministe, sur la communication RH, c'est d'essayer d'une certaine manière de ringardiser la vision de l'entreprise que je décrivais, les codes du pouvoir qui vont avec, et
Et c'est notre manière d'imposer un peu le CARE dans le débat et de faire avancer à la fois les causes qui sont les causes écologiques, qui sont les causes d'égalité des droits, et puis les causes du bien-être au travail. Donc c'est ce débat-là que je voulais amener aujourd'hui en posant la question du CARE. Et d'ailleurs, on peut peut-être partager les résultats du sondage qui sont quand même assez intéressantes. Au final, vous êtes 40% à être intéressés par cet épisode parce que vous pensez que les RH vont nécessairement devoir prendre en compte le traitement de ces problématiques dans leur scope. Donc, c'est quand même un indicateur intéressant. Et 31% de rêveurs pragmatiques qui rêvent d'un monde où la prise en compte des vulnérabilités de chacun ne soit pas tabou. Et 22% par culture générale. Du coup, on peut peut-être poser la question à Joël Rioux. Comment Responsage, en fait, s'en est emparé de cette question? Enfin, s'empare de cette question, plutôt. Ah, on t'entend pas, Joël. Ah, peut-être que tu peux rafraîchir la page et revenir. Et peut-être qu'on peut en profiter pour questionner Valérie sur le sujet. Si le micro marche, ou sinon, on a une petite malédiction de fin de semaine. Alors, est-ce que vous avez bien réactivé le micro en haut à gauche? Ah. Nous sommes seuls. Ou Judith, peut-être? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement, Judith. Très bien. Alors, la problématique du CARE du côté avocat, elle s'analyse plutôt dans le dur, je dirais, avec une vision responsabilité de l'employeur. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut un peu adoucir ces contours-là, il faut que l'entreprise s'empare vraiment de ce sujet-là pour ne pas immédiatement transférer dans une dimension, je dirais, contentieuse, toutes les problématiques autour du CARE. Et les problématiques autour du CARE, avec, je dirais, le champ lexical côté avocat, c'est la problématique des risques psychosociaux, du harcèlement, des discriminations, mais aussi des difficultés personnelles qu'on peut rencontrer entre les interactions vie privée, vie professionnelle, à savoir je divorce, je me sépare, j'ai un parent âgé, je suis aidant familial, etc. Et donc, effectivement, vous voyez, c'est tout un spectre, je dirais une sorte d'arc-en-ciel de situations qui soit attenante soit à la vie professionnelle, soit aux interactions vie privée, vie professionnelle, qui me semble donner quelques contours à ces notions du CARE et qui serait extrêmement intéressant de transférer en douceur d'une vision un peu contentieuse, juridique, judiciaire à quelque chose qui soit plus prise en charge en interne au sein de l'entreprise. C'est ce que je pourrais dire en introduction. Merci Judith. Joël, je pense qu'on peut t'écouter maintenant. Oui, vous m'entendez là? Parfaitement. Ah, super. Eh ben, si vous voulez, pour Responsage, qui est une plateforme d'accompagnement social et au départ une plateforme d'accompagnement des aidants, des salariés aidants, le CARE est une notion évidemment qui était liée à notre métier de base, c'est-à-dire prendre soin quelque part. Donc, si vous voulez, je pense que notre prise en compte, ou en tout cas notre prise de conscience, elle existe dès le démarrage de la société. Ce qui change, c'est finalement le cadre dans lequel on opère notre développement, c'est-à-dire que c'est l'environnement autour de nous qui commence à prendre en compte cette problématique. Et je dois dire que quand je vois les résultats que vous avez donnés du sondage, moi, ça m'étonne pas que 40% des RH estiment qu'il va falloir le prendre en compte parce que cette notion de prendre soin qui semble très loin de la productivité, de l'efficacité des entreprises, on peut renverser le modèle et dire en fait elle est au cœur des entreprises, c'est-à-dire que si les salariés sont pas bien, s'ils vont pas bien, si on n'en prend pas soin, on risque d'avoir des problèmes de productivité, d'efficacité et d'opérabilité tout simplement de l'entreprise. Merci Joël. Valérie, je crois que tu avais un témoignage à nous partager justement si ton son est revenu. Oui, alors vous m'entendez là? Parfaitement. Ah, super. Alors oui, en effet, tu l'as dit tout à l'heure, Marilène, moi effectivement, je dirige des établissements médico-sociaux. Alors le CARE, ça me parle bien puisque c'est notre travail de tous les jours. Donc ce sont des établissements qui accueillent et qui accompagnent des tout petits
et des adolescents qui présentent des difficultés de développement, hein, qui présentent parfois un handicap plus ou moins lourd. Et mon équipe est composée de professionnels médicaux et paramédicaux qui vont du coup tout au long de l'année accompagner ces enfants justement dans une visée de prendre soin, de prendre en charge sur un versant thérapeutique et rééducatif. Donc effectivement, d'emblée, cette notion du care, elle est inscrite, elle est dans l'ADN des établissements et des professionnels qui la composent. Alors, un événement très très particulier, cette crise sanitaire, où on se rend compte quand même à un moment donné que si on va vouloir prendre soin des autres, ce qui est notre métier, ben, il va aussi falloir à un moment donné qu'on prenne soin de nous, des professionnels qui prenons soin. Donc il y a une dimension nouvelle en fait qui intervient là depuis l'année dernière, qui questionne. On ne s'est jamais vraiment questionné sur cette question de prendre soin de ses collaborateurs, ou en tout cas pas de cette façon-là. Et là voilà, c'est une question qui arrive un peu brutalement, mais qui s'impose à moi de me dire voilà, je demande à mes collaborateurs de prendre soin des enfants que nous accompagnons. Comment moi maintenant je vais pouvoir prendre soin d'eux? Le contexte est particulier, les consignes sont particulières, les modalités de travail deviennent particulières, les inquiétudes, leurs angoisses sur la continuité des soins, mais leurs propres angoisses pour leur propre famille, tout ça il va falloir le prendre en compte. Et c'est une dimension nouvelle, effectivement, en tout cas moi qui m'interroge beaucoup, qui me questionne et pour laquelle je souhaite mettre en place des choses, mais vraiment très spécifiquement à destination des professionnels. Merci Valérie. Et justement, on se posait la question, on s'est posé la question très rapidement lors de la préparation de ce webinaire sur la question juridique en fait, et c'est pour ça qu'on a rapidement invité Judith à la rescousse, pour savoir en fait jusqu'où la responsabilité juridique de l'employeur est-elle engagée. Il y a même cette question que je pose. Alors, la responsabilité, Marilène, elle est extrêmement large et elle est connue, je pense, de tous les participants RH. Elle est liée, alors je ne veux pas du tout vous faire un cours de droit, mais je vous donne quand même la base légale, c'est l'article L 4121-1 du Code du travail qui prévoit que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ce qui veut dire que dans ce cadre-là, posé par la loi, vous voyez, qui est un cadre assez général, l'employeur, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, Marilène, c'est qu'il ne doit pas seulement diminuer le risque, mais il doit l'empêcher. Et cette définition de cette obligation de sécurité à l'égard des salariés, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle n'est pas simplement dans une action, dans une vision, je dirais, d'action, mais elle est aussi dans une visée préventive. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, il y a énormément d'outils qui sont connus, je veux dire, au sein des entreprises. Il y a donc des actions de prévention, des risques professionnels, sur la pénibilité au travail, l'évaluation des risques, l'adaptation des postes de travail, des actions de formation, d'information, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc, tout ça, effectivement, ça existe, sans compter un document qui est très connu, qui est le DUER, le document unique d'évaluation des risques, qui doit être mis à jour régulièrement pour donner, pour bien, connaître tous les contours qui sont mis en place au sein d'une entreprise. Ça, c'est ce que dit la loi et c'est ce qui est implémenté d'ailleurs au sein de toutes les entreprises. Maintenant, si tu m'interroges, je dirais sur une vision un peu plus pragmatique des choses. Donc, la loi dit que cette obligation de sécurité, et je vous fais un tout petit point de droit, mais qui est extrêmement intéressant, c'est une obligation de résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation de moyens. L'employeur ne peut pas se défausser en disant « Ah ben j'ai pris tous les moyens, mais il y a un problème au sein de l'entreprise, ce n'est pas ma responsabilité. » Il a une responsabilité sur toute la chaîne, c'est-à-dire de la prévention à l'action, à la réaction, à tous les niveaux. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a un décalage que moi je vois et sur lequel on pourra interagir, je pense, de manière extrêmement intéressante entre ce que prévoit la loi, la manière dont les entreprises sont complètement baquées avec leurs services juridiques, les services RH, etc., en disant on a fait tout ce qu'il fallait, mais dans la réalité, c'est-à-dire il y a une appréhension, je dirais, qui relève un peu d'une forme de complexité des choses, d'une appréhension un petit peu nuancée, qui n'a pas été évaluée, précisément parce que cette notion de care, qui est une notion, je dirais, plus d'engagement, plus que de responsabilité purement juridique ou judiciaire, n'a pas été suffisamment analysée.
Et moi, c'est ce que je vois dans les formations que je fais. J'en aurais terminé au sein de différents structures privées-publiques, parfois très importantes, c'est qu'ils cherchent des moyens de dénouer les points où ça coince, on va dire, dans les rouages, alors que tout existe. La loi existe, en interne, tout existe, etc. Mais souvent, beaucoup de services ont l'impression que c'est un petit peu cosmétique. Pas toujours, j'exagère un petit peu en disant cela, mais qu'il manque quelque chose, comment dire, des sous-jacents plus souples, plus humains, et qui me semble relever de cette définition du CARE. Merci Judith. Après, l'année nous a mis à rude épreuve. Il y a eu plein de situations ambiguës, de zones grises, et j'aurais aimé, enfin, on aurait aimé savoir quels sont vos retours d'expérience côté responsable, côté atelier durable aussi, voir en fait comment s'est passée l'année finalement sur tous ces sujets. Je peux commencer si tu veux, Marilène. Nous, premièrement, on a été beaucoup sollicités sur tout ce qui était, pour animer des ateliers sur tout ce qui était santé physique, là, dont on parlait à l'instant. Donc, notamment l'alimentation, les postures de travail, tout ce qui était lié au sommeil, la question des addictions aussi, qui a ressurgi avec les périodes de confinement et le fait d'être, de plus avoir cette zone de sortie qui était l'entreprise. Donc pour moi, c'est pas vraiment un hasard, hein, et les intervenantes nous l'ont dit en début de semaine sur le webinaire qu'on a fait autour de la prévention en santé, c'est que mine de rien, nos corps sortent un peu abîmés après cette année. Mais plus largement, en fait, c'est toute l'expérience un peu, je dirais, sensible du travail qui s'est beaucoup réduite en fait. Moi, j'ai l'impression avec ce qu'on a vécu. Et on a aussi un rapport qui est corporel au travail. On va voir ses collègues, on prend les transports, on marche dans les bureaux, on se retrouve à la machine à café, on va déjeuner ensemble. Tout ce rapport-là, c'est volatilisé et en tous les cas, ça s'est beaucoup réduit pour beaucoup d'entre nous. Et le seul rapport au travail qu'on a corporel, je dirais, pour beaucoup, c'est le rapport à l'écran. Et c'est pas aussi un hasard si on a eu beaucoup de demandes sur tout ce qui était relaxation oculaire. Donc ça, c'est déjà un premier constat sur le volet, je dirais, santé physique. Ensuite, deuxièmement, on a été beaucoup demandé aussi sur des sujets qui étaient liés à l'organisation du travail. Donc, comment mieux manager à distance, comment réussir mon retour au bureau. Ça, c'était ça pendant le mois d'octobre. Et puis le mois d'après, c'était comment réussir finalement mon passage au télétravail à 100%. Donc, tout ça, en fait, faisait que c'était à la fois des situations de stress que vivaient les salariés. Et en même temps, ça posait des questions très pratiques de comment on s'organise, quoi. Et là encore, on a fait ce webinaire mercredi sur comment créer du collectif à distance. C'est un des webinaires qui a eu le plus de réponses en fait et de succès parce que il y a vraiment une recherche de réponses là-dessus. Et si je peux terminer là-dessus, la situation elle a pesé sur certaines troupes, mais en fait c'est pas il y a quand même aussi des gagnants depuis cette année, et il y a des gens qui se sont retrouvés à pouvoir rééquilibrer par exemple leur vie pro, leur vie perso avec le chômage partiel. Donc des gens qui ont vécu une réduction de leur stress, et ça a été montré. Il y a eu une étude du ministère du Travail qui est sortie en novembre qui confirmait que 70% des télétravailleurs ont plutôt vécu une diminution de stress du fait de passer au télétravail. Donc il y a aussi il y a pas que des mauvaises nouvelles, et il y a aussi des changements qui ont été positifs. Alors, je prends la suite. Du côté des responsages, moi, je présenterai les choses sur deux plans. D'abord, le plan de responsage, parce qu'on a été comme les autres, on a vécu les choses de manière assez frontale. Et puis, du point de vue de nos clients et des salariés que nous accompagnons. Alors, de notre point de vue, la première chose, évidemment, ça a été, je dirais, une accélération de la prise de conscience que la manière dont nous travaillons, c'est-à-dire à distance, est une manière qui correspondait évidemment parfaitement à la situation que nous avons vécue. On a eu la capacité à assurer notre service tout le temps, ce qui était quand même un élément fondamental par rapport à l'engagement que nous avions auprès des entreprises, puis auprès des salariés que nous accompagnons. Donc la continuité du service, ça a été un élément fondamental. La deuxième chose à dire, c'est qu'on a pu le faire parce que notre modèle s'y prêtait et que déjà nous avions la plupart de nos assistantes sociales qui faisaient au moins un jour de télétravail par semaine. Donc on avait tous nos outils adaptés pour pouvoir basculer en fait à 100% à distance. Et ça entraîne deux choses importantes. La première, c'est que puisque nous l'avons fait, d'autres l'ont fait et se sont aperçus que l'accompagnement à distance, c'était possible.
Hein, dans les métiers du care, on peut imaginer, on peut dire, et ça s'entend que le contact humain en présentiel est absolument indispensable. De fait, on s'aperçoit qu'il y a une possibilité de continuer à accompagner les autres en étant à distance. Donc ça, c'est un point fondamental pour nous parce que ça a eu un impact fort sur l'efficacité de notre action, la prise de conscience de notre environnement externe que ce que nous faisions pouvait fonctionner, et puis la prise de conscience aussi pour les RH avec qui nous travaillons de la garantie d'avoir un service qui soit toujours en activité, quelles que soient les conditions. Ça, donc, premier élément très important. Deuxième élément, vis-à-vis de des salariés que nous accompagnons, des entreprises, il y a eu 2 temps, je dirais, dans l'accompagnement. Le premier, c'est que, contrairement à ce qu'on imaginait, pendant le confinement, on n'a pas été submergé d'appels. Et on a eu même une baisse d'appels pendant les mois de mars, avril. Mais ça s'est stabilisé. Et puis juin, juillet, c'est reparti extrêmement fort. Et là, on a vu des situations évidemment extrêmement complexes. Alors, les situations complexes pendant le confinement, c'était des personnes qui n'avaient plus accès soit aux soins, soit aux services publics, services sociaux, et qui créent des situations de très très grande précarité parce que en fait on peut très clairement l'ensemble de l'économie n'a pas basculé en télétravail du jour au lendemain. Donc ça a créé vraiment des tensions très fortes sur des personnes qui étaient en fragilité. Et à la sortie du confinement, on a eu alors là une très forte poussée de situations liées à la précarité financière, précarité de logement, une population féminine avec enfants extrêmement fragilisée, notamment pour les personnes en situation de séparation ou séparées. Donc, problématique financière très forte, problématique de logement très forte. Et j'insiste là-dessus parce que vous avez peut-être vu l'étude qu'a sortie la Banque de France sur 2020. Le surendettement a baissé de 24% en France pendant la période. C'est paradoxal, mais on peut dire que c'est ce qui est arrivé aussi pour les entreprises. Je crois que c'est 40% de faillites en moins en 2020. Hein, donc, c'est vraiment contre-intuitif. Une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui sont dans des situations de très, très grande précarité, un stress extrêmement fort. On travaille avec des mots-clés qui permettent de générer du conseil personnalisé, des réponses écrites. C'est un mot qui est revenu systématiquement, notamment pour les aidants. Beaucoup de personnes en état de stress maximum. Donc, le retour d'expérience de cette période que l'on continue de vivre d'ailleurs, c'est de dire, pour nous, ça nous a conforté dans un modèle de travail à distance et on a aujourd'hui de très fortes sollicitations sur ce thème parce que on est, comme vous le voyez bien, on est toujours dans une situation d'équilibre assez instable. Et deuxièmement, une situation de très grande précarité quand même pour les populations que nous accompagnons, en disant et en précisant, ça je crois que c'est aussi un élément qui va prendre de l'ampleur, que l'accompagnement social, l'accompagnement des aidants, ça n'est pas que pour les cas sociaux, ça touche tout le monde, dans tous les milieux. Et là aussi, je crois qu'il y a une prise de conscience forte parce que je conclurai, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure à propos de la baisse de stress pour les gens qui sont en télétravail. Moi, je dois dire qu'aujourd'hui, je vois une montée très très forte quand même d'une certaine fragilité psychologique. Et vous savez que par exemple en région parisienne, spécialement à Paris, il y a 1 personne sur 2 qui vit seule. Et donc, moi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui arrivent un peu au bout de ce qu'ils peuvent supporter et que le confinement ou les confinements à répétition fragilisent énormément les salariés. Oui, c'est sûr, Joël. Beaucoup de médias parlent justement de la 3e vague qui serait psychologique justement et qui serait particulièrement. Je crois qu'elle sera psychologique, mais qu'elle sera aussi beaucoup sociale, parce que quand nous on a beaucoup de problématiques financières, de surendettement à gérer, il faut savoir la majorité de nos clients sont des entreprises du SBF 120, c'est-à-dire CAC 40 et au-dessous les 80 entreprises, voilà, donc de très grande taille. Quand on est en couple, on peut avoir un conjoint qui traverse une situation économique difficile. Et donc, on a la surprise de voir dans nos mots-clés apparaître baisse de revenus actuellement de manière assez
assez récurrente. Et la baisse de revenus, c'est pas forcément la personne que nous accompagnons en direct, ça peut être aussi les finances du ménage qui sont en train de baisser. Donc, si vous voulez, les effets ricochets sont importants et la crise sociale, elle n'a pas commencé pour l'instant. Sur le chat, on a des réactions quand même dans ce sens. Marie qui nous dit c'est juste un sursis, les faillites vont arriver avec la crise économique qui nous rattrape. Voilà, on verra aussi lorsque les aides de l'État vont s'arrêter. Tout à fait. Mais pas pour tout de suite, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va arriver. Valérie, est-ce que tu as un retour d'expérience à nous partager sur cette année? Oui, tout à fait. Alors, il est très, très différent, hein, mais j'ai une activité peut-être un petit peu particulière. Mais nous, la question de l'accompagnement à distance, hein, pour rebondir sur ce que Joël disait tout à l'heure, elle est particulièrement compliquée. Comment accompagner des enfants en situation de handicap quand on nous demande du jour au lendemain de le faire dans une modalité de télétravail? Quand on est kiné, psychomote ou ortho, c'est un petit peu particulier. Et il faut s'adapter pour autant, hein, il faut s'adapter. D'un autre côté, on a aussi à un moment donné une autorité de financement. Il faut savoir que les établissements médico-sociaux sont financés par l'ARS et que l'ARS à un moment donné nous dit aussi vous les professionnels du médico-social, ayez en tête que alors on n'a pas la problématique nous pour le coup de baisse de revenus, mais parce que on nous demande d'être réquisitionnable, hein, pour venir compenser peut-être le monde sanitaire qui pourrait être à un moment donné en difficulté, ce qui est bien normal. Ça bouscule quand même un tout petit peu les esprits, hein. On sait quand on s'engage dans ce genre de métier que peut-être à un moment donné ça peut arriver. C'est arrivé. Donc réquisitionnable pour le sanitaire, offrons sur des bases Covid. Voilà, avec des équipements, hein, vous vous souvenez à l'époque qu'on a un petit peu du mal à trouver, hein, voilà, donc on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Pour autant, à un moment donné, il y a quand même une prise de conscience, hein, de notre autorité et notamment de l'Agence régionale de santé, hein, qui va s'emparer de cette problématique-là au sens large et qui va déployer des moyens financiers pour la mise en place d'actions en faveur de la qualité de vie au travail. Voilà, donc ça c'est une étape importante, hein, dans le médico-social, hein. Je vous disais tout à l'heure, le CARE c'est notre travail de tous les jours, mais c'est le CARE, c'est ce qu'on fait envers les publics que nous accompagnons. Et là notre autorité de tarification nous dit bon ok, il va falloir qu'on agisse, penser des projets, comment on peut venir en soutien autrement que ce qu'on fait habituellement envers vos professionnels de santé, vos professionnels paramédicaux, et on vous débloque des moyens pour mettre en place des actions un tout petit peu innovantes. Et effectivement, c'est un peu mon retour d'expérience puisque du coup, au-delà de ce qu'on fait habituellement en termes de supervision, d'échange avec les équipes, de soutien, hein, classique, j'ai envie de dire, il y a cette possibilité de mettre en place une action vraiment en faveur des professionnels cette fois-ci. Et puis après des échanges avec notamment les ateliers durables, hein, on réfléchit ensemble à comment on peut venir mettre en place une action de qualité de vie au travail envers l'ensemble des professionnels médico-sociaux. On fait le choix de partir sur des ateliers à destination des professionnels à raison d'une journée par mois. Alors voilà, on a fait le choix effectivement d'ateliers de bien-être au sens large. Moi, j'avais envie de chouchouter mes professionnels pour qu'eux-mêmes soient véritablement opérationnels, alors pas sur un plan de productivité, hein, vraiment sur un plan qualitatif d'accompagnement. Et on fait ce choix-là de mettre en place ces journées à destination des professionnels sur des thématiques effectivement qui sont diverses et variées, hein. Ça peut être des ateliers de relaxation, des séances de massage, des séances de yoga, ça peut être en lien avec l'alimentation au travail, ça peut être un atelier de rire tout simplement. Voilà, donc ça c'est mon retour d'expérience, c'est ce qu'on a commencé à mettre en place et ce que je souhaite moi pérenniser parce que je pense que c'est vraiment extrêmement important de pouvoir s'inscrire dans ces actions du CARE à l'attention de ces professionnels. Et tu réponds partiellement à cette question de Fabia, en fait, qui nous disait, auriez-vous des données sur le CARE pour les professionnels de la santé, ceux qui sont en première ligne depuis un an déjà? Quel est leur besoin et comment les RH se réinventent pour eux?
Sachant que nous, on a de plus en plus quand même de clients parmi les établissements médico-sociaux et hospitaliers. Donc, ce qui est quand même un signal assez fort. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette question de comment les mobiliser aussi pour qu'ils se rendent disponibles pour ce type d'action. Je ne sais pas si vous voulez compléter ma réponse, Joël ou Benjamin ou Judith. Alors moi, j'ai une remarque à faire sur ce sujet, notamment dans le champ du médico-social. Une des problématiques, c'est surtout de garder et peut-être dans le champ de la santé d'ailleurs, de garder aussi les salariés, c'est-à-dire que les salariés soient bien présents sur le front et qu'on sait très bien qu'il y a des clusters, qu'il y a de l'épuisement, etc. Si on rajoute à cela des problèmes entre guillemets personnels ou des problèmes logistiques, par exemple dans les EHPAD, le fait que l'aide-soignante a sa voiture qui tombe en panne et qu'elle peut plus l'utiliser pour aller à son travail, en fait, c'est une source de mal-être et de mal-être extrêmement important, de désorganisation des services, donc du travail, et aussi, bien évidemment, puisque si derrière les salariés sont en sous-effectif, un problème de bien-traitance par exemple pour les résidents. Et donc, l'équilibre vie pro, vie perso, pour le coup, est extrêmement importante, et pouvoir accompagner les salariés sur des problématiques de ce style, par exemple, je n'ai plus de véhicule ou j'ai tel problème personnel qui est une charge mentale considérable, ça peut avoir un impact réel sur la vie de l'équipe, donc sur la bientraitance. Et donc, la problématique d'accompagner les salariés sur les sujets équilibre vie pro, vie perso, elle devient très forte, surtout dans des situations tendues comme celles que nous connaissons actuellement. Merci Joël, on a des questions sur le chat. Quid aussi de l'épuisement des RH, eux-mêmes qui ne supportent plus les problématiques des autres qui s'occupent de nous? Ça, c'est une question qui est cruciale aussi. Comment s'occupent les RH? En effet, c'est vrai qu'on se rend compte. Alors, je ne sais pas s'il y a des études pour le coup là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont nous, on avait conscience, je pense, par nos contacts quotidiens avec des responsables RH aux ateliers durables. Et du coup, on voyait bien que des gens qu'on connaît, qui sont nos clients depuis longtemps, qui mettent des choses en place, en fait, nous ont paru usés depuis novembre, décembre, janvier au téléphone. Et puis, en fait, ils avaient même plus l'énergie, en fait, par rapport à ce qui était par rapport à leur métier. Et c'est justement en parlant en équipe qu'on s'est dit qu'on avait envie de monter cet événement, qui était une manière pour nous de proposer aussi un temps de ressourcement, de récréation, de réflexion, et pour que justement vous puissiez retrouver un petit peu, si c'est des RH qui nous suivent aujourd'hui, vous puissiez retrouver un petit peu de force. Je me permets, Marilène et Benjamin, de rebondir sur ce que disait Joël, très brièvement. Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, dans ce contexte-là, l'employeur ne peut plus s'abriter derrière la séparation vie perso, vie pro, surtout avec la généralisation du télétravail. Ça, c'est pas possible. Et comme tu le disais, Joël, ça peut passer, ça peut démarrer un problème très pragmatique. J'ai plus de voiture, je peux plus me déplacer, etc. À des choses beaucoup plus complexes. J'ai un enfant handicapé à la maison, je suis aidant familial, etc. Et aujourd'hui, ces difficultés, en tout cas, moi, telles que je les appréhende au sein de mon cabinet d'avocat, c'est les gens se mettent systématiquement en arrêt maladie. Et je trouve que cette solution, vous voyez, qui est une sorte de pis-aller comme ça, on est dans une sorte d'autoroute, on sait qu'on va être pris en main, qu'on aura son salaire, etc. Elle est très dommageable. Elle est dommageable pour la personne elle-même, qui ne peut-être ne ressent pas qu'en interne, elle va avoir des soutiens pour penser à une autre solution peut-être que celle de l'arrêt maladie. Et surtout, de fait, elle a un vrai impact sur l'organisation du service. Et quand on sait que la désorganisation du service, c'est un des motifs les plus fréquents en matière de licenciement, notamment pour inaptitude, il est vraiment, vraiment dommageable de voir que, vous voyez, une difficulté personnelle qui aurait pu être prise en charge, effectivement, soit par des RH, soit par des assistants sociaux, soit par un service de qualité de vie au travail ou autre, je ne sais pas, eh bien, on a passé cette étape, on est allé direct à l'arrêt maladie, et ça a eu un impact non seulement sur la personne elle-même, sur le fonctionnement du service et sur la société de manière générale. D'où mon constat de dire aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas s'abriter derrière cette séparation vie pro, vie perso.
On est vraiment au cœur, comme tu le disais Benjamin, on est passé du préparer les équipes à retourner sur site, puis repréparer les équipes à revenir en télétravail, etc. Tout ça, c'est extrêmement perturbant. Effectivement, pour les RH, ça l'est aussi. Mais peut-être, encore une fois, voilà, il faut revenir à une vision peut-être plus complexe, plus rapide, plus souple, pour trouver des solutions moins juridiques, moins judiciaires et plus adaptées aux personnes et aux services. Si je peux faire une remarque sur l'épuisement des RH, je dirais que il se trouve qu'on avait eu accès à une étude par un de nos clients du CAC 40. Mais alors c'était bien avant bien avant la crise de la Covid. Il en ressortait, si vous voulez, c'était une étude sur le stress. Les deux métiers qui étaient qui avaient la plus forte propension à générer un stress pathologique, c'était la communication interne et les RH. Donc, si vous voulez, je pense que par nature, déjà, ce sont des métiers qui sont déjà sous des feux croisés, avec des injonctions paradoxales très souvent. Donc, ce sont des métiers qui sont extrêmement complexes psychologiquement, mentalement, hein, parce que il y a une pression très forte. Ce qui est certain, c'est que puisque nous, beaucoup de nos interlocuteurs sont des RH, on voit bien effectivement la situation, pour ma part, que je trouve inquiétante de beaucoup de RH qui sont extrêmement fragilisés, à qui on demande, comme on vient de l'entendre, on demande tout et son contraire, et surtout des RH qui essayent d'aller au bout de leur métier, au bout de l'accompagnement des gens, et qui finalement aussi s'épuisent complètement dans cette volonté de tout faire, de sauver tout le monde. Et alors, il n'y a aucune recette miracle, mais c'est vrai que je pense que la première des choses, c'est d'arriver quand même à se préserver, parce que si on ne se préserve pas, on n'est plus en mesure de faire quoi que ce soit derrière. Et je pense qu'on va assister à beaucoup de burn-out dans cette profession, parce que les gens se donnent à fond, sans récupérer, et c'est vrai que c'est assez inquiétant. Valérie, tu voulais rebondir? Alors, j'aurais surtout, j'avais envie de pouvoir répondre à Flora Delobel dans le chat, hein, qui du coup, alors je suis désolée, Flora, je me suis peut-être un peu mal exprimée. Alors effectivement, Flora est assistante sociale, hein, et effectivement, elle s'étonne de constater que peut-être j'ai pu exprimer un constat nouveau, hein, qui était de dire que pour les établissements sociaux, il fallait prendre soin de ses collaborateurs. Alors non, le constat, il n'est pas nouveau, bien évidemment, et ça fait partie de nos recommandations de bonne pratique, hein, bien évidemment, avec un fil introducteur qui est la bientraitance, qui est la démarche qualité en continu. Ce qui est nouveau, par contre, ou en tout cas ce que moi je découvre, c'est que notre autorité de financement débloque des fonds pour ça. Parce qu'habituellement, notre autorité de financement, elle débloque pas forcément des fonds avec pour objectif spécifique la qualité de vie au travail des professionnels, hein. Les fonds ce sont des fonds publics, hein, faut le rappeler. Ils sont plutôt débloqués à destination des usagers dans la totalité. Donc c'est ça qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est cette prise de conscience, je pense aussi, de la part de l'ARS, hein, ou en tout cas même des pouvoirs publics au sens large, de l'intérêt de prendre soin, peut-être encore un peu plus que ce qui se fait habituellement, de nos collaborateurs. Alors ça vaut dans le médico-social, mais je pense que dans le sanitaire, plus que jamais, c'est vraiment nécessaire en cette période un peu troublée. Alors j'espère avoir répondu à cette interrogation, ou en tout cas avoir pu un peu nuancer peut-être mon propos de tout à l'heure. Merci Valérie. On a une question de Fazia. Je suis très curieuse de cette génération des millennials, 25-40 ans. Avez-vous eu des accompagnements adaptés selon l'âge de la génération? Là, je m'adresse plutôt à Joël et Judith et Benjamin aussi. Finalement, nous, on s'est adressé aussi à des entreprises avec des populations plus jeunes. Ce que j'ai vu, Marilène, par exemple, dans des grandes structures, très, très brièvement, c'est concernant les millennials, c'est le turnover. C'est une incapacité à s'intégrer dans une sorte je dirais, de culture d'entreprise. Et j'ai même vu des entreprises qui proposaient à la fois du salariat et à la fois une sorte de statut d'auto-entrepreneur, si vous
si cette génération souhaitait voilà, avoir une activité à côté. La difficulté, c'est qu'il y a un rapport à l'autorité qui est très difficile, sans tomber dans la caricature. Il y a aussi ce que décrivait Joël, c'est que moi je vois notamment avec des stagiaires aux élèves avocats, c'est que vous avez beaucoup de jeunes qui sont seuls, qui sont isolés, soit des étudiants, soit des jeunes actifs. Et ça, c'est très, très difficile. Et je pense que ça contribue beaucoup à une forme de stress ou d'instabilité, je dirais. J'ai l'impression que Joël, tu partages mon avis. Oui, tout à fait. Oui, moi, je ne peux qu'abonder dans ce sens parce que c'est ce qu'on voit effectivement. Et les deux termes, turnover, rapport à l'autorité, instabilité, ça c'est. Et puis évidemment des problèmes, comment dire, amplifiés pour les millennials, par exemple sur les questions de logement. On a pour les populations, disons, les moins diplômées, le confinement a été un moment ravageur, hein, vraiment ravageur, parce que quand vous avez des gens qui sont dans des logements tout petits, enfin, ça a été vraiment des situations extrêmement complexes. Donc, est-ce qu'on a un accompagnement particulier? Je dirais qu'on traite des problèmes particuliers, mais on n'a pas une action spécifique en direction de ces populations pour l'instant. Ce qui est difficile, c'est pour compléter, ce qui est difficile pour notamment des responsables RH, c'est de voir en fait que surtout avec la distance, en fait, le sentiment d'appartenance a tendance à s'étioler pour ces populations-là. Et déjà que c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins naturel pour les plus anciennes générations que de se sentir vraiment appartenir à une structure, à une culture d'entreprise. Déjà, c'est peut-être un peu moins présent chez les plus jeunes générations. Bah là, en plus, avec le fait qu'il y ait du travail à distance, qu'on se voit moins, il y a une sensation je pense, de perdre prise et de pas savoir ce qui se passe en fait. Voilà. Et ça, c'est difficile, je pense aussi pour les managers à gérer, de savoir ce qui se passe pour les plus jeunes. Merci pour vos réponses. Alors, on a un débat sur quelle est la génération milléniale. Voilà. Après, vous avez répondu sous le chapeau. Ce sont les jeunes, les plus jeunes que nous, ou plutôt les autres jeunes, parce que nous aussi, nous sommes jeunes. Mais il y a aussi peut-être le fait que quand on est jeune, les vulnérabilités sociales se voient moins dans le sens où on voit moins si on a un crédit, si on a des enfants, si on a des problématiques financières, et peut-être que c'est plus qu'elles sont moins visibles en fait, tout simplement. Ça se voit moins sur le visage, Marilène, c'est ça que tu veux dire déjà? Non, mais sur finalement, on fait moins attention à eux aussi. Enfin, je sais qu'ils ont été quand même beaucoup moins visibles dans les médias, par exemple. On a Anne Février aussi qui avait certaines questions. Les problèmes et débats sur le confinement ou non-reconfinement en région parisienne actuellement, car cela est différent. Il y a aussi des différences entre la région parisienne aussi et la région, effectivement. Est-ce que toi, Judith, au sein de ton cabinet, tu as eu des retours d'expérience? Tu peux partager quelques retours d'expérience sur cette année qui a dû être particulière aussi pour toi? Oui, tout à fait. Alors, tout à fait, Marilène. Alors déjà, ce qui a vraiment muté, je dirais, sur la forme, c'est que nous, on est un métier un petit peu comme les médecins, un métier de contact, un métier où on a besoin de voir les gens, de voir les expressions, de sentir la douleur, la complexité de la situation, d'appréhender tout ça. Et donc, vu que les consultations au cabinet n'étaient plus possibles, la visioconsultation s'est beaucoup développée et étonnamment, très positivement. Ça n'a pas été un frein, je dirais, pour que les gens consultent un avocat. Il y a eu un petit moment de flottement au début du confinement où les gens, comme les gens qui renonçaient à aller voir leur médecin pour les problèmes du quotidien, ils renonçaient aussi à appeler l'avocat. Mais rapidement, ça s'est remis en place. Les difficultés que j'ai vues, alors maintenant plus sur le fond, elles étaient de deux ordres. Sur le plan de la vie professionnelle, il y a eu un éclatement au niveau de la hiérarchie. Vous savez, tu sais, moi, ce que j'entends beaucoup au cabinet, quand les gens viennent me voir pour des problèmes de droit du travail, c'est j'ai un problème avec mon N+1, mon N+2, mon manager, etc. Et là, en quelque sorte, le télétravail a remis les relations à une plus grande horizontalité, je dirais. Ce qui a troublé beaucoup de gens, voyez, en termes de responsabilité, qui a dilué les responsabilités, où certaines personnes qui n'en avaient pas se sont senties avec beaucoup plus de responsabilités, ce qui a créé un stress, une sorte de flou en termes de poste de travail, de qu'est-ce qu'il fallait faire, dans quel laps de temps il fallait le faire, etc. Sans compter que le télétravail, et ça, je pense, c'est un constat qui est partagé par tout le monde, a fait éclater les horaires. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient stricts, mais d'autres qui pouvaient travailler à 22h, à minuit, etc. Tout ça, c'est véritablement des problématiques
qui sont appréhendées par le Code du travail. On ne peut pas sortir complètement des règles. Donc, effectivement, tout ça, il y a eu une difficulté, je dirais, de mise en place, sans compter ce que vous décriviez, à savoir quand est-ce qu'on retourne sur site, est-ce qu'on retourne une fois par semaine, je vois les collègues, je vois pas les collègues, je mange avec eux, je mange pas avec eux, est-ce que j'ai accès à mon manager, est-ce que j'ai accès à mon assistant social, à mon DRH. Bref, tout ça, il y a une forme de dilution en fait au niveau du rapport à l'autre qui, je trouve aujourd'hui, un an après, est très mal vécu. Et je rebondis sur ce que je disais, j'en ai bientôt terminé, à savoir que souvent quand les gens se sentent mal, puisqu'ils n'ont plus accès en physique à l'interlocuteur, et ben leur première tendance sera plutôt de se mettre en arrêt maladie. Ça, c'est sur l'aspect droit du travail. Et sur l'aspect vie pro, vie perso, malheureusement, il y a eu beaucoup, les couples qui ne s'entendaient pas, ben, c'était extrêmement difficile de vivre sous le même toit. Il y a eu de toute évidence un éclatement des violences, l'explosion, pardon, des violences conjugales, en tout cas de leur révélation. Et ce qui nous a obligés, nous, avocats, puisque les tribunaux étaient fermés, et donc qu'ils ne pouvaient pas agir, etc., ça a renforcé, je dirais en quelque sorte, nos devoirs de conseil et nos devoirs de réaction. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que ça nous a obligés, entre confrères, à être très réactifs et à trouver des solutions en dehors des circuits purement judiciaires. Et ça, d'une certaine manière, ça a été extrêmement bénéfique pour beaucoup de mes clients parce que on s'est départi, je dirais, de la démarche procédurale classique, on saisit le tribunal, on a un problème, etc. On a trouvé des solutions. Tout ça pour dire que effectivement cette période elle a été difficile, mais elle nous a obligés à être un petit peu inventifs, créatifs, que ce soit sur le format, comme je disais avec les visioconsultations, et aussi sur le fond, à essayer de trouver des solutions négociées, que ce soit dans la structure travail ou aussi dans toutes ces problématiques vie privée, vie professionnelle, voilà, à trouver des solutions, négociées qui partaient de notre profession sans passer forcément par la justice. Et donc en ce sens, c'était intéressant et cette expérience perdure dans le temps. C'est-à-dire que c'est un acquis et c'est ça c'est un point positif, je dirais. Merci Judith. Il y a cette question sur le chat d'Olivier, pour en revenir à cette question sur les générations. N'y a-t-il pas une certaine difficulté à gérer le care pour certaines générations qui portent deux attentes un peu paradoxales? Occupez-vous de nous et de tout ou laissez-nous être indépendants? Est-ce que vous voulez réagir à cette réaction? Je dirais que peut-être qui est la représentante jeune génération. Est-ce que tu te reconnais toi dans ces deux attentes en même temps? Occupez-vous de nous et de tout et laissez-nous être indépendants. Un petit peu. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a un petit peu. J'ai l'impression qu'on est balayé entre deux vents, quoi. Voilà, on n'a plus envie de se laisser dicter en fait des choses et on a envie de prendre l'indépendance. On n'a plus, enfin. Ouais, je le sens aussi un petit peu comme ça et en même temps des fois il y a ce petit appel à l'aide quoi ou non mais finalement c'était bien quand même quand on nous donne des petites des guides enfin voilà, et après qu'on les suive ou pas, mais je pense qu'effectivement peut-être plus encore pour nos générations à nous, je suis de 94, on a un peu balayé entre ces deux vents contraires. Moi, je viens d'apprendre que tu étais de 94, donc ça me je sais plus comment continuer ce webinaire. Je connais la question d'après, en fait, comme on approche quand même un peu de la fin, en fait, on va revenir à la question des RH. Au final, comment faire avancer les mentalités pour mieux intégrer toutes ces problématiques sociales dans le périmètre des RH? Est-ce que nous, aujourd'hui, on a quelques réponses sur ce sujet? Si je peux répondre, Marie-Hélène, c'est vrai que pour pas que justement les RH supportent tout le poids de cette question, ce qui est important, c'est que tout le monde s'empare du sujet. Je l'ai dit un petit peu au début du CARE, c'est que voilà, c'est aussi une attitude. C'est celle d'un PDG, c'est celle d'un manager, c'est celle d'un collègue qui voit que son collègue de bureau ne va pas bien, voilà, et qui prend soin de lui. Donc déjà ça, c'est des choses qui s'apprennent aussi. Enfin, je sais que nous on a pas mal de sollicitations sur tout ce qui est des formations à la médiation, à la communication non violente, et puis également simplement pour tout ce qui est création d'espaces de dialogue. Et c'est vrai que quand on anime des ateliers, c'est un petit peu ça aussi qu'on essaie de faire, quel que soit le sujet quelque part qu'on aborde. C'est-à-dire qu'on ouvre un espace de parole où les gens peuvent s'exprimer sur ce qu'ils ressentent. Donc déjà, et ça c'est pas forcément que de la responsabilité des RH, c'est la responsabilité de tout le monde.
Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, comment dire, une pression très forte sur les grandes entreprises, et sans doute pour les entreprises en bonne santé, en règle générale, quelle que soit leur taille, pour absolument prendre à bras le corps ce problème du care, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que la crise renforce certaines problématiques, dont par exemple Judith vient de parler, en parlant des violences conjugales, des divorces qu'il peut y avoir. Et là, on s'aperçoit, si vous voulez, que ça touche tout milieu, quel que soit le niveau de diplôme, quel que soit le niveau de formation, quel que soit le niveau financier, d'éducation. Donc, que finalement, le care dont une des composantes est l'accompagnement social, bien évidemment, ça ne concerne pas que les cas sociaux. Et à cet égard, c'est amusant parce que nous, on est sollicité par certaines entreprises qui disent, voilà, on voudrait un service de care. Alors, on essaie de définir avec eux de quoi ils parlent. Et puis, finalement, ils veulent un service d'accompagnement social. Mais ils ne veulent pas qu'on emploie le terme d'assistante sociale. Donc, pourquoi pas? Mais ça veut dire que, si vous voulez, il y a déjà une révolution un petit peu culturelle à faire et qui à mon avis, est en marche. La deuxième chose, c'est évidemment la porosité entre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, bien compliqué de faire la différence entre l'une et l'autre et de mettre un espace tranché. On voit bien que le télétravail, même si ça concerne pas tout le monde, fait tomber cette frontière. Et je ne dis pas que c'est bien, je dis que voilà, c'est une réalité qu'il va falloir prendre en compte. Troisième point, c'est que il y a tout le discours sur la RSE. Alors le E de RSE, tout le monde s'en est emparé, l'environnement, tout le monde va faire quelque chose sur l'environnement. Le S de social, plus compliqué. Et ça va être de plus en plus compliqué en fait, parce que comme je crois qu'on partage cet avis, même sur le chat, en disant que la crise sanitaire est là, mais la crise économique et sociale, elle arrive. Elle a commencé pour certains, mais en fait, elle n'a pas vraiment commencé malgré tout pour l'ensemble de la société. Et donc, il va y avoir un paradoxe d'avoir à la fois des sociétés qui fonctionnent très très bien, et d'avoir une misère sociale qui augmente, et d'avoir des salariés dans des sociétés qui fonctionnent très très bien, d'avoir des salariés dans des situations très très précaires. Et donc, moi je crois qu'on va avoir une montée en pression sur l'obligation d'avoir du résultat du point de vue S de RSE. Alors c'est peut-être une nouvelle, un nouvel élément un peu de pression pour les RH, mais je crois que c'est quelque chose qui va arriver, c'est-à-dire que, et sans rien vous cacher, on est sollicité par certaines entreprises, évidemment pour la plupart de grandes entreprises, qui ont cette idée en tête. On ne peut plus accepter tel type de situation. Il nous faut donc du résultat, parce que le choc et le dommage que ça pourrait causer à l'image de l'entreprise serait phénoménal, et ce qui est tout à fait exact. On ne peut plus supporter certaines choses pour des entreprises en excellente santé. Et donc, moi, je crois que les services, quels qu'ils soient, mais de prise en charge de l'équilibre vie pro-vie perso, ont un avenir extrêmement fort dans les mois, les années qui viennent, parce que il va falloir professionnaliser ce care, cette prise en charge, et qu'assurément les RH qui ont plein de choses à faire ne pourront pas s'en saisir à titre personnel, d'un point de vue professionnel en tout cas, mais il va falloir déléguer cette mission et assurer un contrôle par des datas, par un retour d'informations, par des tableaux de bord qui permettent de piloter la politique sociale, de piloter le care dans l'entreprise. Merci Joël. On avait des réactions sur le chat, justement. Les RH ne peuvent pas forcément prendre soin à chaque fois. Il faudrait aussi que au niveau de la direction, il y ait des actions et aussi une prise en compte de la philosophie du care, ce qu'on ne peut qu'appuyer ici sur ce plateau, évidemment. Benjamin, tu voulais réagir? Ouais, je veux bien compléter parce que ce que disait Joël aussi à l'instant, c'est que les gens ont peut-être, enfin les RH ont du mal à se dire on met en place une politique avec des assistantes sociales. Enfin voilà, le terme des fois peut un peu faire peur. Et de manière générale, c'est vrai que on constate la même chose avec les cellules. Des fois, c'est différent, mais les cellules de soutien psychologique, où en fait pareil, ça peut être difficile pour les gens de se dire ok, je suis dans il y a une situation sociale qu'il faut traiter. Et il y a tout un volet qui est très important à ce niveau-là, mais il y a aussi vraiment
ce qui est important, c'est aussi d'agir le plus en amont possible, et c'est ce que disait Judith, pour pas qu'on arrive à des situations où justement on en arrive à des arrêts et à des recours à des avocats. Et ça, c'est de la responsabilité de l'entreprise de aussi mettre en place très tôt des actions de prévention. Et ça se fait au niveau collectif, en amenant le dialogue, comme je disais tout à l'heure. Et puis ça peut se faire aussi au niveau individuel. C'est vrai que nous, on s'en est rendu compte en mettant en place une plateforme Wello, qui était vraiment une plateforme de téléconsultation pour les salariés, pour qu'ils puissent aborder leurs problématiques, leurs difficultés du moment avec un professionnel de la qualité de vie au travail. C'était aussi ça l'idée, c'était de désamorcer tôt, en fait, la difficulté qu'on pouvait rencontrer. Simplement, j'ai du mal à exprimer, je sais pas, un différend avec mon manager, mais voilà quelque chose qui est pas encore qui relève pas encore d'un cas complexe, mais assez tôt arriver à le désamorcer en ayant un espace d'écoute qui soit anonyme, qui soit neutre, parce que c'est pas facile d'aller parler à son manager, c'est pas facile d'aller parler à son RH, encore moins à son médecin du travail. Donc il y a vraiment tout ce volet, je dirais, voilà, prévention tôt qu'on peut essayer d'amener. Merci Benjamin. On a des questions quand même sur les rôles de chacun, parce que Frédéric nous pose cette question. À qui comptez-vous faire assurer cette mission? Justement, quand on parlait, mais est-ce que c'est pas au RH? Est-ce que c'est à la direction générale aussi de prendre compte cette philosophie? Ensuite, on parle des médecins du travail. Quel est leur rôle? Une assistante sociale, pareil, elle décharge de pas mal de choses, nous dit Marie. Mais au final, comment répartir ces rôles? Comment bien les ventiler sans diluer les responsabilités de chacun? C'est quand même un enjeu compliqué. Moi, j'ai une remarque, si vous voulez, par rapport à ça. C'est sûr que si la direction générale ne dit pas que c'est quelque chose d'important, ça va être très compliqué déjà à être mis en œuvre, ça c'est certain. Ensuite, en fonction des entreprises, on a plusieurs types d'acteurs qui peuvent s'occuper de ces politiques. Mais moi, je crois qu'il y a nécessité d'avoir aussi des apports extérieurs pour ne pas, tomber dans on va tout faire nous-mêmes en interne, parce que sinon c'est là où ça devient absolument ingérable. Et le fond de l'affaire, c'est d'avoir des retours d'informations anonymisées sur ce qui se passe. Parce que la prévention, absolument, mais la prévention peut être nourrie par des datas qui remontent, des datas anonymisées pour dire, vous voyez, quand je parlais dans notre baromètre des femmes seules avec enfants qui sont très très grande fragilité, on peut dire, bah ouais, c'est très bien Joël, tu es très gentil, t'enfonces une porte ouverte. Oui, mais quand ça remonte de manière systématique dans les datas, il y a un moment où ça interpelle, quoi. Et la question, c'est qu'est-ce que fait l'entreprise ou pas pour ce type de population? Et si elle ne le fait pas, elle est prête à assumer le risque de ce qui va se passer derrière, vous voyez? Donc, moi, je trouve que il faut professionnaliser cet accompagnement. Il faut qu'il soit pris en charge au niveau de la direction générale, et il faut que, s'il est sous-traité, il puisse y avoir des datas qui permettent de piloter cette politique pour mettre en place des actions de prévention et accompagner au plus près les salariés sur ces fragilités. Merci Joël. Judith, tu voulais compléter, je crois. Oui, je voulais très très brièvement, je te rejoins tout à fait Joël, mais moi ce que j'ai constaté aussi lors de mes formations, c'est qu'il y a une grande attente, un désir même de tous les services, à quelque niveau hiérarchique que ce soit, de se parler, d'échanger sur des problématiques communes. Et ça, c'est vraiment très précieux. Et il semblerait que des fois, la complexité au sein des entreprises soit telle qu'il soit difficile de mettre ça en place. Je dirais qu'au-delà, effectivement, d'avoir une sorte de structure externe, anonymisée, etc., qui est de toute évidence nécessaire, je pense que peut-être aussi, il faut revenir à des constats de bon sens. Comme le disait Sylvie, effectivement, de réintroduire peut-être un petit peu d'engagement, de solidarité entre collègues, entre services, et de créer des toutes petites structures, vous voyez, un niveau micro, des petits services qui se parlent ensemble, un RH de proximité avec une assistante sociale, avec le médecin du travail, sur des problèmes spécifiques. Et moi, ce que j'ai pu faire modestement, mais qui a bien fonctionné dans certaines de mes formations, c'est de créer des sortes de petites jurisprudences internes en disant, regardez, voilà, 3-4, on s'est mis autour d'une table, on a réussi à résoudre un problème, et voilà, on l'implémente. Et on le fait savoir autour des services. On dit, voilà, c'est comme ça qu'on a fait et c'est comme ça que ça peut effectivement marcher. Donc oui, effectivement, pour l'aspect externalisé, mais je pense aussi qu'on peut réfléchir à cette notion du care avec des notions extrêmement simples et de créer,
de recréer de l'engagement et de la responsabilité. Merci Judith. Alors, on a une question rituelle pour clore les épisodes, et c'est la dernière fois que je vais la poser puisqu'il est 10h59 et que c'est notre dernier épisode ensemble. On a une table ronde cet après-midi sur le RH du futur. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter en fait à ce RH du futur? Joël, tu fais semblant de découvrir cette question. Tu la découvres vraiment. Je la découvre vraiment. Eh ben, moi, qu'est-ce que je peux lui souhaiter? Je lui souhaite déjà beaucoup de courage parce que je pense que ça va être des temps assez compliqués. Et moi, je lui souhaite, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je lui souhaite d'abord de ne pas oublier que sa présence est indispensable et donc il faut qu'il se préserve, quoi qu'il en coûte, pour assumer sa mission. Et je pense que vraiment qu'on rentre dans un temps où la préservation de son capital personnel est un élément absolument fondamental. Merci Joël. Judith, Benjamin, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Valérie, qu'est-ce qu'on lui souhaite à ce RH du futur? Je sais pas, moi je réponds rapidement, mais voilà, peut-être que la crise a fait peut-être aussi prendre conscience de certaines choses essentielles et et notamment, je rejoins un petit peu Judith là-dessus, c'est-à-dire que j'ai aussi entendu dire que voilà, tout ce qu'il y a un dialogue social qui a aussi des fois mieux marché qu'avant parce qu'on a été pris dans la contrainte et qu'à un moment il fallait avancer ensemble et donc voilà, ils puissent avancer service avec les autres services, les managers, etc. main dans la main une fois qu'on a pris conscience des problèmes. Alors, du coup, moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire Joël précédemment, le RH du futur. Bah oui, bon courage parce que voilà, c'est pas fini, parce que les difficultés, elles sont là, elles sont bien présentes. Et effectivement, complètement d'accord. Il faut que le RH se préserve, se protège. C'est un métier précieux dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Et effectivement, il faut qu'il se préserve, il faut qu'il participe à la qualité de vie au travail, mais en tant que collaborateur et pas forcément que en tant qu'organisateur, et c'est extrêmement important. Merci Valérie. Je rejoins tout ce qui a été dit. Je dis voilà, on n'est plus, voilà, il n'est plus temps de compartimenter chacun ses actions, ses postes. Il faut travailler ensemble. Il faut mettre les expertises des uns et des autres ensemble. Et c'est avec ce petit effort, mais qui a priori relève vraiment d'un désir que moi je sens palpiter un petit peu autour de moi, qu'on pourra peut-être dénouer beaucoup de situations en remettant précisément cette notion de care dans les interactions entre ces différents services, avec les RH qui pourraient effectivement être un acteur majeur dans l'implémentation de cette notion de manière concrète au sein des structures. Merci Judith. Eh ben, écoutez, on va clore ce webinaire. On a eu beaucoup d'interactions, tout hyper intéressant. Donc, vraiment un grand merci à tous. Merci à Joël, Judith et Valérie d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir de partager et de préparer ce webinaire ensemble. Je trouve qu'à 6, voilà, on est bien. On tient nos propos. Voilà. Et on se retrouve. Alors, cet après-midi, on a notre bataille finale. Je ne sais pas comment on va s'habiller, Benjamin, pour cette bataille finale. Voilà, il va falloir qu'on s'arme. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour cet après-midi avec Fabienne Broucaret, Véronique Bonraisin, Olivier Roche et Sophie E. Donc, voilà, soyez prêts. Comme ça, on conclura cette belle semaine tous ensemble. Un grand merci à tous et je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.